par, bien sûr, je veux remercier Alain qui nous a donné cette occasion. Je veux m'excuser aussi parce que on m'a programmé, parce que j'ai un avion à prendre après. Et d'ailleurs, c'est une institution à laquelle il faudrait s'intéresser, Monsieur le Président. Je parlais de l'Observatoire européen des médias à Strasbourg, qui réunit son comité exécutif demain, où le Maroc est le seul pays non européen admis comme membre. Je suis pris un peu de court parce que je m'attendais à intervenir plus tard, mais je vais commencer d'abord par dire le sentiment que j'ai dans cette salle par rapport à ce sujet. C'est que nous sommes dans une situation, après ce qui s'est passé, le monde arabe a été cité, Burkina Faso, etc. À côté de ça, on nous annonce avec les nanotechnologies comme quoi la médecine va être bouleversée, que peut-être la médecine, on ne sera plus malade en 2050, puisque la médecine pourra, avec les nanoparticules et tout ça, prévenir dès le départ ce que nous avons, etc. Et à la base, quelque part, une injustice vis-à-vis d'un monsieur que j'ai beaucoup lu, que j'aime beaucoup, qui est Henri Labouritz, qui a travaillé sur l'information, sa relation avec le cerveau, etc. Alors, mon titre, vous l'avez vu, il est un peu... il y aura toujours des photos de femmes, parce que je viens des pays où il y a 53% de la population qui sont des femmes, donc ça traverse toute mon intervention, qu'elle soit propre au sujet ou pas propre au sujet, c'est une donnée qui est toujours présente dans ma tête. Alors, je vais parler du Sud. On va prendre généralement le Sud, indifféremment des contextes différents, etc. Alors, il y a des impacts divers, et je pense que la nouvelle chaire va nous donner beaucoup d'études. On a eu déjà un exemple hier avec l'intervention de notre camarade Manza, je pense. Donc, aussi bien dans le matériel, dans l'immatériel, l'économie, les valeurs, les rapports sociaux, l'imaginaire même, a été impacté par ces nouvelles technologies. Bien sûr, nous sommes dans une situation, bien que certains pays du Nord se rapprochent un petit peu de nous, dans ces situations, nous avons des fonds déficitaires, nous avons une mauvaise gouvernance, nous avons un problème d'alphabétisation, nous avons des infrastructures qui ne sont pas là, nous avons une économie qui est un petit peu avec plein de dysfonctionnements, et nous sommes assez pauvres en innovation et recherche. La preuve, c'est pour parler de nos innovations, soit qu'on s'installe au nord, soit qu'on se déplace au nord, et il est très rare qu'on innove chez nous, dans le sud, et qu'on soit reconnu chez nous, dans le sud. Les équipements individuels, ça c'est le paradoxe, c'est avec une croissance exponentielle. Le cellulaire, je vous donne l'exemple du Maroc que je connais le plus, c'est des chiffres d'il y a 4 jours, 38% au Maroc du cellulaire comme taux de pénétration, c'est-à-dire avec un taux de 69% par an. Et les exemples, je sais que ça publie au Burkina, ailleurs. Le net, 26%, nous sommes 33 millions d'habitants, autant que les Canadiens, mais il y a un taux de pénétration avec 10% par an. Donc c'est une situation qui donne ce qu'on a discuté hier, et là vous trouvez que j'utilise le terme bricolage, bien que je me suis un petit peu révolté contre ce terme. Elle est prolifique, elle est vigoureuse, cette économie parallèle-éthique, qu'on a appelée une économie informelle, c'est-à-dire qu'à coup de bricolage, piratage, et vous n'avez qu'une image, c'est de circuler. Par exemple, je vois devant moi les îles Canaries, vous connaissez Casablanca, vous voyez les bidonvilles qu'il y a à Casablanca, vous allez voir, c'est hérissé. Je me rappelle à Pierre Junot, que Dieu ait son âme, je l'ai fait visiter à Casablanca, quand il a vu les bidonvilles avec plein de paraboles, il m'a dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, il avait une vision comme quoi il y avait 2 siècles qui étaient superposés, et c'est le cas dans plusieurs pays. Alors, donc, d'une façon, par rapport à la recherche, nous avons des indicateurs complexes, paradoxaux, des sociétés dites infopauvres depuis 2003 à Genève, mais quelque part, et là je me réfère un petit peu à l'intervention de Manuel du Mexique à Srera l'année dernière, quelque part il y a des éclaircies, il y a des potentialités, il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir. Là vous imaginez que je vais mettre en équation un petit peu les politiques publiques. Donc les chiffres, vous les connaissez, c'est les chiffres les derniers de la semaine dernière de l'UIT à Busan en Corée du Sud qui ont été présentés, c'est-à-dire un taux de pénétration de 128% dans les pays développés du cellulaire. Mais 90% des 1 milliard de ménages n'ayant pas d'accès à Internet vivent dans les pays en développement. Donc
pour donner ces idées d'indicateurs un petit peu paradoxaux qui nous posent problème. Les usages, les appropriations, le génie local est bouleversant, et on a eu une brillante intervention hier. La Netagora, est-ce qu'on parle toujours de printemps ou d'automne arabe? Mais en tout cas, l'Agora s'est démultipliée. Il y a une éruption du citoyen internaute dans cette Agora. Dixit la Tunisie, Dixit la Libye, Dixit tout ce qui s'est passé, etc. Et le Burkina maintenant. Le citoyen dans ces pays, il vit le réel, mais par rapport au virtuel, il ne sait plus où il en est. À la place, bien sûr, il y a toujours les pateras, mais il y a de plus en plus l'Eldorado virtuel. Les gens vivent dans un Eldorado virtuel à partir du sud. Et la Mare Nostrum, elle s'est agrandie, elle a dépassé la Méditerranée pour rentrer dans la planisphère de l'Internet, et les gens, dans leur imaginaire, dans leurs ambitions, dans leur vécu de tous les jours, vivent dans un land, on va le prendre en anglais, qui comprend aussi bien le réel, la Méditerranée physique, que l'irréel, c'est-à-dire le virtuel. Et là, force est de constater, et c'est le cas en ce moment, ils discutent la gouvernance Internet en Corée, à l'IUT, encore une fois l'IUT qui rentre dans les contenus. On n'est pas encore sorti de cette histoire des tuyaux versus contenu, UNESCO versus l'IUT. Vous connaissez la guerre qu'il y a eu en 2003 et en 2005. C'est que finalement les cadres et les arsenaux méthodologiques du Nord, pour moi, jusqu'à présent, qui avaient été dirigés par Francis Ball et Cazeneuve et Paris 2 et l'IFP, etc., ces cadres sont de moins en moins opérants dans cette histoire. Et donc, l'une des chaires qui pourrait nous aider sur l'arsenal méthodologique en réfléchissant à partir du vécu, de la réalité des infrastructures et de leurs usages, c'est de trouver des solutions à ces cadres théoriques. L'État. Tous les États du monde à l'époque, en 2003, se sont engagés à avoir des stratégies nationales du sommet mondial. Le secteur privé place et rôle après démantèlement des monopoles de l'État. Dans nos pays, on ne sait pas quelle est leur place qu'on va leur donner. Le plus grand acteur actuellement dans ces pays-là, c'est le télécom. Et le télécom, généralement, c'est un office de l'État. C'est plein d'argent, c'est-à-dire même le champ de la publicité est configuré en fonction de cet acteur de l'État. Et nous sommes un petit peu nous sommes séduisants en tant que pays par cet acteur de Marc Télécom, y compris par les investisseurs étrangers. Vous voyez tellement d'investisseurs étrangers qui veulent avoir une joint venture avec l'opérateur télécom parce que c'est lui qui draine le maximum d'argent. Et nous avons vu le taux de pénétration des cellulaires, nous avons vu l'équipement des cellulaires, c'est une manne d'argent incroyable qui est maintenant, on peut... Parfois, le responsable de l'Office des télécoms est plus important que le Premier ministre. Il faut avoir cette situation. Bon, la société civile, c'est le troisième acteur, c'est une vigie alternative, c'est un incubateur méconnu, méprisé, d'idées, d'approches, de besoins, on a vu hier. Je reviens toujours à l'intervention d'hier que je trouvais dans la justesse. Et les réseaux, je ne regarde pas les photos, vous voyez la situation de la femme par rapport dans le sud, on est dans cette situation constante. Les réseaux sociaux, c'est un écran témoin, révélateur, qui donne la veille, qui donne des espaces inclusifs, et on en a vu l'histoire de la communauté, de la tribu, du quartier, etc. Et mutation de l'agora. Les écueils, c'est que village planétaire, non, HLM, planétaire plutôt, chacun dans son appartement, s'enfermant, partageant peut-être les problèmes d'ascenseur, les problèmes d'escalier, la cage d'escalier, mais chacun s'enfermant chez lui, en tant qu'individu isolé quelque part, alors que dans ces pays-là, l'individu était dans le collectif, était dans le groupe, vivait dans le groupe, etc. L'anonymat, et ce qui arrive le plus souvent, c'est ce que nous reprochent un petit peu aussi bien l'Ampi que les gens du disque, que les gens de la chanson, que c'est informel, c'est une zone d'infradroit. Eh bien oui, maintenant, le droit vit avec l'infradroit, en tout cas dans ces pays-là, et par l'infradroit, on a des belles choses, de l'innovation, etc. C'est une réalité. Il faut en faire. Et ce qui est réseaux sociaux, quand on pose la question de l'alternative, bien sûr, la grande question, est-ce qu'il y a un projet de société derrière? Tout à l'heure, je parlais avec Carmen Caffarel sur les Podemos qui sont le premier parti maintenant donné par les sondages en Espagne, mais on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un projet de société? Bien sûr qu'il n'y a pas un projet de société, mais ce phénomène n'est pas encore approché par aussi bien l'analyse, qu'elle soit sociopolitique ou qu'elle soit socio-communicationnelle.
J'ai précédé ce que je voulais dire. Village planétaire, je préfère HLM transfrontalier. Village entrepreneurial pour holding, et le Sud est exclu. Les majors, les Google et compagnie, pour eux, c'est un village, mais pour nous, on est exclu de ça. La subordination d'éthique aux priorités du marché global. La marchandisation globale versus démocratisation du Sud. Il y a une marchandisation, mais comment on va faire la démocratisation dans une situation où le contenu est une marchandise transfrontalière globale située ailleurs? La connectivité subie, nous sommes de simples consommateurs, on n'a pas de software, on n'a pas de futur pour ça, et nous sommes des proies pour les prédateurs des mémoires et des cultures. Des mémoires et des cultures, bon, bien sûr, je sais que Google ne peut pas attenter à un attentat contre moi, mais je m'insurge contre, c'est-à-dire cette histoire où on commence à nous dire comme quoi toutes nos mémoires, toutes nos bibliothèques vont être marchandisées par Google, et nos États, demain ou après-demain, leur histoire va être écrite autrement, etc. Moi, mon pari, c'est sur le local, la contextualisation. Je prends Alfonso Valencia. La technologie n'est pas alors une réalité super objective neutre, elle naît, se développe et se transforme dans un milieu historique qui en est le fondement. Infopauvreté ou pauvreté digitale passe par la lutte pour le développement humain, institutionnel local, la démocratie locale. On a vu des régimes où on change, on prend la télé, on change de chef de l'État, mais la démocratie dans le vécu de tous les jours n'est pas là. Et le pire rendez-vous pour ces pays, c'est les élections locales. C'est là où la corruption est le maximum, c'est là où la régression est présente, etc. Je sais que même s'il est mon copain, il ne va pas me laisser... Donc les premiers kilomètres de l'inforoute, pour moi, c'est les environnements propices et contextualisation opératoire, c'est-à-dire interaction entre l'éthique et les usagers, qui féconde l'identitaire. Voilà un terme que j'aurais aimé utiliser hier dans mon intervention. Dans toutes ces histoires, on rencontre qui est en jeu par rapport aux citoyens, c'est l'identitaire. Ce qui explique les extrémismes, ce qui explique les guerres entre tribus, etc. Donc il y a cette question de l'identitaire où la personne ne se retrouve pas. Quand elle rentre dans le Facebook, c'est pour aller chercher de l'identitaire. Et cette question de l'identitaire, il vaut mieux ne pas l'éviter. Il faut la confronter parce que c'est le nœud du problème. Appliquer l'éthique depuis le bas, le savoir d'éthique avec le savoir ancestral, le savoir local, le savoir en termes d'agriculture, etc. Je crois que vous l'avez donné une idée hier. Et l'usage devient incubateur de solutions adoptées. Et nous avons eu l'exemple du Sénégal, etc. Et donc, je termine sur un terme que j'utilise souvent, la globalisation, pour dire que d'une façon générale, la démocratie, qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est gérer le conflictuel et le commun. D'ailleurs, c'est le travail du journalisme. Il travaille toujours sur le conflictuel pour essayer de faire ressurgir le commun par rapport à ça. Et ça ne passe que par l'apprentissage. Je vais laisser mon intervention sur le PowerPoint pour voir les citations que je donne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut libérer le Big Bang, le génie local, qui le fait déjà, mais qui peut encore davantage dompter l'éthique, les enrichir. Et la preuve, c'est un internaute qui a crié « dégage » sur un réseau social, et Ben Ali s'est enfui. Donc, la fiction d'hier, pour les Tunisiens, impossible d'imaginer que Ben Ali va prendre un avion en quittant le territoire. C'est une réalité aujourd'hui, en Afrique, dans le monde arabe et ailleurs. Et c'est ce genre de challenge, ce genre de passage du virtuel vers la réalité auquel nous sommes confrontés. Et je suis sûr, connaissant un petit peu la réalité québécoise un peu, la vivant, à part ma famille qui est là-bas, que dans des contextes comme ceux du Sud, où il y a tellement de déficits, où il y a ce génie local, ces paradoxes, aussi bien la pauvreté que la richesse dans les usages, que nous pouvons confronter les grands challenges de ce nouveau monde, c'est-à-dire aussi bien l'aspect usage que l'aspect contexte, l'aspect identitaire, l'aspect des droits de l'homme et des valeurs président aux usages des technologies. Je vous remercie.